Bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et pour m'avoir accepté avec mes étudiants. Les étudiants qui sont donc en Master 2 d'Histoire de l'Art, qui ont déjà eu bien l'occasion, dans le cadre de mes séminaires, d'entendre parler du textile et des Indiennes. Et puis quelques étudiants de 3e année qui suivent mon cours sur les arts décoratifs, dans lequel je leur épargne les Indiennes. Donc ça va être une découverte pour eux aujourd'hui. Alors, on s'excuse de ne pas être arrivé ce matin, mais on avait un petit rattrapage à 9h. Et donc, voilà, je regrette d'avoir raté la matinée, mais j'ai pu suivre la fin de la présentation de mes collègues en Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, dans la cartographie de culture de mode, je crois qu'Auvergne-Rhône-Alpes est très, très peu représentée, mais c'est un autre sujet. Je me réjouis de cette journée puisque vous avez pu entendre ce matin Nadine et sa collègue du musée de Bourgoin-Jallieu qui font un travail absolument formidable de mise en réseau dans lequel le musée des tissus est largement partie prenante. Et aujourd'hui, je vais avoir un petit peu une double casquette, à la fois une casquette de chercheuse dans le textile depuis le siècle dernier, dans les Indiennes, puisque j'ai pris donc depuis un tout petit peu plus d'1 an un poste de professeur à l'université d'Aix-Marseille, qui est un retour à mes origines, puisque en 2007 j'ai soutenu ma thèse sur les textiles imprimés et les Indiennes, et donc j'ai eu l'occasion entre 2002 et 2007, et même avant, puisque j'ai commencé en 98 à travailler sur les Indiennes, de travailler sur un certain nombre de ces collections. Et j'ai même eu la chance, et je vous en montrerai la preuve tout à l'heure, de faire l'inventaire textile du musée du Vieux-Marseille, qui à l'époque effectivement était dans la maison Diamantée, juste après le déménagement des collections dans les nouvelles réserves de la friche de Belle de Mai. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir quand même de l'attrait que représente, et que ça soit le réseau textile en Auvergne-Rhône-Alpes ou Culture de Mode, ou le GISA Corso. Enfin, il y a énormément aujourd'hui de réseaux qui mettent en relation les chercheurs, les conservateurs, les étudiants, et ça c'est un phénomène tout à fait nouveau, que moi j'ai vu naître et grandir. Et donc, je ne peux que m'en réjouir. On peut aussi se réjouir que ça ne soit pas uniquement la conservation et la valorisation, que ça ne soit pas uniquement la question des expositions, puisqu'on sait que les expositions de mode et de textile, aujourd'hui, on le vend en poupe. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, on a des nouvelles préoccupations, qui ne sont pas nouvelles en réalité, mais qui sont plus saillantes, qui est la conservation préventive. Et les musées se rendent compte que les textiles, exposer des textiles, exposer des costumes, c'est aussi répondre à des enjeux de conservation préventive qui sont corollaires finalement d'un enjeu pour le musée qui est de faire revenir ses visiteurs. Donc l'avantage avec le textile, c'est que c'est jamais un parcours des collections permanent, c'est toujours de l'exposition. Et c'est aussi aujourd'hui, je pense, une chance pour les musées. Alors au départ, on m'avait offert 45 minutes, mais raisonnablement, j'avais prévu une demi-heure pour laisser un temps d'échange. Et on m'a dit qu'effectivement, c'était une bonne idée. Alors, quand vous m'avez sollicité pour intervenir, c'était en lien donc, avec mon dernier ouvrage. Alors, j'en ai amené 2 exemplaires, si vous voulez qu'on le fasse circuler tout à l'heure. Ce dernier ouvrage, il a un peu la finalité de 20 ans de recherche sur le textile imprimé. Et il est aussi le résultat de 10 ans en Alsace, puisque j'ai eu la chance pendant 10 ans d'être maître de conférence en histoire de l'art à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, et pendant 3 ans j'ai dirigé en même temps le musée de l'impression sur étoffe, et donc j'étais au cœur de collections textiles qui m'ont permis de faire la suite, c'est-à-dire de passer du 18e au 19e, puisque ça a été un centre extrêmement important pour le 19e siècle, et un centre de production en lien aussi avec la Provence, puisque énormément de ces tissus étaient produits pour la Provence. L'aboutissement aussi parce que j'ai élargi à tout le 19e siècle. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans mon livre parce que ça serait beaucoup trop long, mais j'ai pris quelques extraits de parties avec des illustrations pour aborder un petit peu les Indiennes entre le 18e et le 19e siècle. Et je vais commencer par vous montrer comment est-ce que les Indiennes relèvent à la fois du luxe et à la fois de l'ordinaire. Et on a la chance d'avoir
à Catherine Alfon qui est avec nous, qui est une collectionneuse. Et comme c'est une collectionneuse privée, elle peut transporter de façon pas très catholique, je dirais, ses costumes. Et donc, on aura la chance, si on peut mettre... Tout à l'heure, on pourra mettre une table pour voir de vrais costumes. Et je vous montrerai peut-être la différence entre ce qui est du 18e, s'il y en a, ou tout début 19e, et des choses plus tardives. Parce que voir des tissus sur des écrans, c'est bien sympathique, mais les voir en vrai, c'est évidemment autre chose. Alors, les voir en vrai, on va les voir aussi, puisqu'on a la suite de l'exposition. En fait, pour rien vous cacher, mes étudiants sont surtout venus par intérêt pour l'exposition, plutôt pour m'entendre, puisqu'ils ont l'habitude, ça fait un semestre entier qu'ils m'entendent. Mais voir dans une exposition, c'est aussi tout à fait différent de voir des textiles de près, comme on pourrait le voir dans une réserve de musée. Ça, c'était pas du tout prévu au programme, mais je m'en réjouis. Alors, très rapidement, l'histoire des Indiennes, c'est quand même une histoire qui relève de plusieurs temps. Le premier temps, et dans lequel Marseille et la Provence a joué un rôle évidemment tout à fait considérable, le premier temps, c'est celui de l'importation. L'importation, c'est entre la fin du XVIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle. Et dans ce temps de l'importation, on a à la fois les très très grands panneaux qu'on a vus pour certains étudiants au Château Borelli, appelés aussi Palampor, mais on a aussi des impressions très très ordinaires avec les impressions du Levant. Donc dès le début, le luxe et l'ordinaire, le très ordinaire, vont cohabiter. Et c'est ça aussi qui fait toute la richesse et tout l'intérêt des Indiennes. Alors, on retrouve ça évidemment dans la soirée, parce qu'on va avoir aussi des soirées très ordinaires et des soirées beaucoup plus luxueuses, mais je pense que c'est encore plus flagrant dans le domaine de l'impression. Le deuxième temps, c'est celui de l'adaptation, ou du transfert des techniques via le Levant jusqu'à Marseille, avec le développement dans la première moitié du XVIIIe siècle de manufacture à Marseille. Et puis de Marseille, ce savoir-faire va se diffuser en Hollande, se diffuser à Barcelone. Donc c'est vraiment une histoire européenne aussi qui s'est profilée, mais aussi en Suisse, en Angleterre, bref, dans toute l'Europe où cette fabrication a été autorisée, puisque en France, on a une particularité quand même, c'est d'avoir c'est quand même le seul tissu pour lequel on a risqué quand même les galères, voire même à certains moments la peine de mort. Donc il y avait évidemment toute une littérature et tout un fantasme autour des Indiennes. Durant cette période d'adaptation, les fabrications européennes sont très ordinaires et donc on continue à importer le luxe. Alors ici, je vous montre, puisque mon objectif c'était vraiment de parler du costume imprimé, je vous montre des pièces que j'avais eu la chance d'exposer à Mulhouse, dans une exposition justement sur les garde-robes en textile imprimé, en coton imprimé. Et on a la chance, le musée de Mulhouse a la chance de conserver à la fois une toile imprimée avec un chef de pièce. Le chef de pièce, c'est donc cette marque de fabrique qui permet de savoir où et par qui cette toile a été imprimée. Donc là, on est à Mulhouse, dans une manufacture dont le nom laisse supposer qu'il s'agit de fabricants suisses. Alors, Mulhouse étant juste à côté de la Suisse, n'a évidemment rien d'étonnant. Et c'est une manufacture qui a fonctionné entre 1786 et 1793, parce qu'à Mulhouse, pendant longtemps, en fait, on va fabriquer des toiles imprimées très ordinaires, et le luxe va arriver beaucoup plus tard, et va être surtout, d'ailleurs, de l'impression sur laine pour le luxe, plutôt que de l'impression sur coton, mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle on ne reviendra pas. Et l'intérêt, c'est évidemment qu'on conserve un vêtement, une sorte de manteau qui vous montre cet usage, et là c'est un usage du quotidien, on n'est évidemment pas dans le luxe. Mais durant cette période, on continue d'importer des pièces extrêmement luxueuses, et ici vous avez une silhouette que j'avais fait recréer pour les besoins d'une exposition dont j'ai été commissaire, d'abord au musée de la Toile de Jouy, puis que j'avais réexposé au musée de Mulhouse, et j'étais très heureuse de pouvoir faire cette silhouette grâce à la super mannequineuse, à la super technicienne de conservation qui travaille au musée de Mulhouse, parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, et ça c'est peut-être plus pour les étudiants que pour les professionnels que vous êtes, parce que vous le savez, c'est que exposer ces pièces implique aussi d'avoir un savoir-faire pour les mettre en forme, le mannequiner. Et pour la petite histoire, ce caraco n'avait jamais été exposé, et en fait c'était une boule de chiffon.
Et moi, j'ai tout de suite vu que cette boule de chiffon, elle avait de l'intérêt. Parce que le textile, voilà, à force, hein, on sait vite ce que c'est. Donc j'ai tout de suite vu que c'était une indienne potentiellement d'importation, que c'était ancien, que c'était vraiment du 18e, mais la magie du mannequinage, la magie du travail des restauratrices textiles a permis de donner forme à ce caraco qui n'avait jamais pu être exposé parce qu'il avait été conservé sans doute au fond d'un tiroir, qu'il était arrivé en boule comme ça au musée. Et toute la difficulté de cette silhouette, donc là je fais une petite digression plutôt technique, toute la difficulté était qu'on avait une jupe qui a gardé son après, donc une toile des Indes qui a gardé son après à base de riz, d'eau de riz en fait, puisque en Europe on utilise de la cire, mais en Inde on utilise de l'après à base d'eau de riz, qui a tendance un peu à cuire le coton, parce que évidemment ça a 2 siècles, hein, donc c'est pas tout jeune. Donc une difficulté quand même assez importante pour mannequiner cette pièce. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on avait une jupe qui correspondait plutôt à une taille 44 et un caraco en taille 36-38. Et la mannequineuse, et donc la technicienne m'a dit oulala, j'ai dit non, mais vous allez trouver une solution. Et évidemment, elle a trouvé une solution et ça fait quand même une très très belle silhouette parce que c'est bien d'avoir des tissus, mais c'est encore mieux de pouvoir montrer comment ils étaient utilisés. Et ça, c'était vraiment ma préoccupation quand j'étais à Mulhouse au musée, c'était vraiment de donner à voir ces textiles et que ces textiles ne soient pas uniquement présentés sous cadre, comme si c'était des tableaux, parce qu'aujourd'hui on les conserve comme des œuvres d'art précieuses, mais ils ont été utilisés et c'est ça aussi qu'on doit raconter au public. Alors, on a un peu des dates différentes entre le caraco et la jupe, mais c'est pas du tout incohérent parce qu'on sait qu'on réutilisait les éléments, donc c'est pas non plus, voilà, il y a 10 ans de différence. Alors aujourd'hui, à l'ère de la fast fashion, ça nous paraît énorme, mais il faut savoir que si ces textiles, si ces vêtements nous sont parvenus aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on les a conservés, et on en parlait à midi, c'est aussi parce qu'ils ont continué à être portés. On reviendra sur cette question du port du vêtement, mais il y a 2 phénomènes qui expliquent comment ces textiles nous sont parvenus, comment ces costumes, ces vêtements nous sont parvenus. Le premier phénomène, c'est au 19e siècle, les bals costumés, ça c'est extrêmement important. Et le deuxième phénomène, c'est évidemment les groupes folkloriques, ça c'est valable pour la Provence, mais aussi pour la Bretagne ou d'autres régions, mais pas pour le costume. Pas pour le costume alsacien, parce qu'il n'y a pas vraiment la question des Indiens n'est pas véritablement présente dans le costume alsacien. Ici, vous avez un autre exemple d'une silhouette qu'on avait reconstituée avec ce qui apparaît en fait comme un tablier qui n'est pas vraiment un tablier, qui est un vestige d'une jupe ou un vestige, je pense plutôt de ce qui devait être un costume à l'anglaise. Et donc, il devait y avoir un manteau en fait qui se mettait par-dessus. Donc là, on a fait une reconstitution avec un caraco embouti, technique que vous connaissez bien. Alors voilà une véritable robe à l'anglaise qui est une pièce que j'avais découverte et que malheureusement j'ai pas pu faire venir de Barcelone. Alors cette pièce, je vous ai pas mis le détail. Cette pièce, elle est vraiment intéressante parce que on a vraiment là une dimension assez luxueuse, c'est-à-dire c'est une robe à l'anglaise, une vraie robe à l'anglaise avec la robe à l'anglaise, ça prend quand même beaucoup de tissu, donc il faut avoir les moyens de la faire. Et on a un petit chef de pièce dans la doublure, dans le revers du bas, donc on peut la dater. Alors, c'est un chef de pièce qui est daté entre les années 1762 et 1783. C'est plutôt une forme qui était utilisée dans les années 1770, mais ça vous donne un petit peu une idée qu'effectivement, quand on s'habille comme ça, c'est pas pour aller faire les champs, donc il s'agit quand même de costumes plutôt haut de gamme, sachant que on a aussi toute une hiérarchie en fait de cet usage du coton, c'est-à-dire ça peut être utilisé pour l'été par une personne de l'aristocratie parce que l'été c'est plus agréable de s'habiller en coton, mais ça peut être aussi un vêtement de luxe pour une artisane ou pour une petite bourgeoise. Donc la particularité de ces indiennes, c'est qu'elles s'adressent finalement à des clientèles assez variées. Quand on est dans le cas d'une robe à la française, donc la robe à la française, c'est la robe de cour, là, on est évidemment dans du luxe et on en conserve très très peu en indienne.
Ce qui prouve que vouloir dire que les Indiennes sont des étoffes de luxe, c'est un petit peu quand même tiré par les cheveux. Donc là, il faut imaginer que le affreux nœud orange est un rajout contemporain que vous devez oublier. Je n'ai pas osé, c'est d'expérience dans Photoshop pour le supprimer, donc je suis dépendant des photos que m'ont généreusement transmis nos collègues de Barcelone. Donc là, on a une pièce absolument exceptionnelle parce que on en a vraiment très très peu. Alors, je pense qu'il y en a une au Met, une au Victoria and Albert. Il y a vraiment très très peu de robes à la française qui ont été conservées en indienne. Et là, on voit ces indiennes. Alors, je pense que c'est un fond bleu indigo qui a tiré un peu vers le vert, comme ça peut arriver. Il y a peut-être un effet aussi de la photo. Là, ce sont vraiment des indiennes d'importation avec un travail de falbala, donc de mise en forme de l'indienne en ruban, qui montre évidemment que là, on est vraiment dans du luxe. Il n'y a pas vraiment de discussion. Et cette forme de robe, elle se développe et elle est vraiment utilisée au milieu du XVIIIe siècle. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les décors sinueux qui sont aussi des formes qui imitent les formes répandues à la même période dans les soieries. Donc, il y a une similitude décorative. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir si cette indienne a été faite dans une manufacture en Europe ou si elle a été faite dans une manufacture indienne pour le marché européen. En tout cas, elle a forcément été faite pour le marché européen, puisqu'elle ne correspond pas du tout, évidemment, à l'esthétique des Indiennes. Donc, on a de très belles impressions qui vont se diffuser dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui progressivement vont être ce que j'appellerais moi milieu de gamme. On le voit notamment avec les bordures. Donc ici, vous avez une bordure que j'avais retrouvée aussi au musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, que j'ai pu attribuer à la manufacture de Jouy parce qu'on a les empreintes qui sont conservées au MAD. Donc on a une empreinte qui permet de la dater de 1773, donc c'est assez rare d'avoir ce genre de... voilà, j'ai pu retrouver le numéro de dessin, la date. Bon, évidemment, quand on est là, on est tout excité parce que c'est un peu extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'était porté, comment c'était utilisé. Voilà, on voit cet usage dans la galerie des modes. Donc, c'est évidemment pas... des textiles et des rubans qui sont utilisés, enfin qui sont aussi à la mode à un moment pour des robes qui sont des robes, je dirais, du quotidien, mais du quotidien de l'élite. Donc, on est bien quand même dans quelque chose qui relève du luxe. Alors, des exemples de ce qu'on appelle l'adaptation, la période de l'adaptation, c'est quand les manufactures françaises, les manufactures européennes vont imiter et reprendre les motifs d'indiennes. Ici, vous avez une robe à l'anglaise dans une indienne fabriquée à la manufacture de Jouy, donc qui va reprendre, qui va imiter ces décors. Et ici, un autre ensemble d'une robe à l'anglaise qui est extrêmement intéressante, que j'avais pu faire acheter par un mécène pour l'exposition que j'avais réalisée, donc l'étoffe de ma garde-robe, ce qui a fait dire à la directrice du musée de Jouy que quand on faisait une expo avec moi, il fallait avoir beaucoup d'argent, parce que c'est une robe qui est partie très très cher sur le marché de l'art. Donc heureusement que le mécène n'avait pas mis de limite, parce qu'évidemment les musées français n'ont absolument plus les moyens aujourd'hui de s'acheter des robes qui, à 10-20 ans, valaient pas grand-chose en même temps. Donc ça, l'intérêt des musées, l'intérêt du public suscite aussi une autre problématique qui est le coût maintenant pour enrichir les collections. Et donc les collectionneurs privés sont évidemment très chouchoutés et très bienvenus dans les musées textiles, parce que finalement, on ne va pas regretter le moment où tout le monde était peu intéressé par les collections textiles, mais quand même, aujourd'hui, ça a d'autres conséquences. Alors, cette robe à l'anglaise, elle est extrêmement intéressante parce qu'on est un peu plus tard, on est vers 1780, et on est dans une période où on va vers une démocratisation des indiennes qui fait que les élites aristocratiques commencent à se désintéresser un petit peu de ces textiles qui sont moins prestigieux, qui avaient un peu le goût du prestige tant qu'ils étaient interdits et que finalement que l'aristocratie ne pouvait se permettre de s'habiller en indienne. C'est l'exemple évidemment de la marquise de Pompadour. À partir du moment où ça devient accessible à tout le monde et qu'en plus on l'a à des prix beaucoup plus accessibles que
que les Indiennes d'importation, l'aristocratie va se désintéresser de ces types de textiles. Et ça se voit avec cette robe à l'anglaise qui présente une coupe simplifiée de la robe, qui est une coupe en une seule pièce. Donc à la place du jupon, on a juste un lait de tissu qui est cousu, froncé devant et qui va être monté sur un lien qui va se nouer autour de la taille. Après, donc, on aura le caraco fermé devant et le caraco avec ses pans derrière va imiter en fait le manteau à l'origine de la robe à l'anglaise. Qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est comme incidence qu'on utilise beaucoup moins de tissus. Donc, ça revient évidemment beaucoup moins cher. Donc, on voit que les tissus ne sont pas forcément moins chers, mais on va inventer des coupes qui permettent de démocratiser, entre guillemets, cette mode de la robe à l'anglaise. Là, on a une toile qui est quand même une toile fine des Indes. On voit qu'il y a un petit galon froncé, donc on n'est pas du tout dans la robe à la française avec les falbalas. On utilise beaucoup moins de textiles. On est quand même, je dirais, sur un milieu de gamme, puisque ça reste toujours évidemment beaucoup plus cher qu'une toile très ordinaire. Donc là, on a quand même affaire à des impressions qui sont plutôt haut de gamme. Et pour vous donner une idée, dans les années 1780, la garde-robe de la reine de Marie-Antoinette, elle est composée de 50 robes, donc 20 pour le printemps, et il y en a une seule qui est confectionnée en toile imprimée, et elle est confectionnée en toile de Jouy, qui sont les toiles les plus chères, parce que c'est la manufacture la plus belle et la plus qui vend ces toiles les plus chères, et qui est aussi la plus réputée en France à ce moment-là. Donc, si on compare à la garde-robe de la marquise de Pompadour 25 ans plus tôt, où on a peut-être la moitié de sa garde-robe qui est en indienne ou en perse d'importation, ça vous donne une idée de la différence. Et cette différence, elle est liée aussi à l'évolution du goût et à l'évolution du prestige de ces étoffes. On en vient à 1789, où on voit que dans le magasin des modes nouvelles, eh bien, on nous dit qu'il y a bien longtemps que les toiles ont été employées pour habiller nos dames. On nous rougit de les porter aujourd'hui, soit pour se conformer humblement à notre sort, puisqu'il s'agit d'être proche du peuple, en 1989, c'est mieux, soit plutôt parce que les toiles ont reçu un degré de beauté qu'elles n'avaient point encore eu, peut-être pour marquer le passage de l'été à l'automne, soit peut-être mieux encore, par un caprice, les toiles sont à la mode. Et les années révolutionnaires vont être des années de grandes ventes. Et c'est les années où la manufacture de Jouy, pour avoir travaillé sur les comptes de la manufacture de Jouy, c'est comme ça que je le sais, c'est là où elle va faire le plus de bénéfices. Elle fait des bénéfices absolument incroyables, alors qu'on est en pleine révolution, que l'économie s'effondre. Et pourquoi est-ce qu'elle fait de tels bénéfices? Parce qu'il y a une nouvelle richesse, un nouvel pouvoir d'achat, une nouvelle volonté de la bourgeoisie qui n'a qu'une envie, c'est d'imiter les pratiques de la noblesse qu'elle vient de détrôner. Donc, on nous dit il n'y a guère que les toiles de Jouy qui sont pour la plupart aussi riches et aussi bien tissées que les toiles de Perse, qui ont aussi leur règne pendant un temps. Donc là, on parle du temps ancien. La toile dont sont faites le Pierrot et le jupon de la femme, donc il nous parle de la gravure qui accompagne cette chronique journalistique, représentée dans cette planche, est une toile de Jouy très fine à fond blanc et très petite mouche jaune d'or. Par-dessus son Pierrot, la femme a une pièce d'estomac de Pékin blanc. Donc, petite histoire, les mouches, au XVIIIe, désignent les pois, puisque les pois sont aussi très à la mode. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'échantillons, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur pas mal de lettres de commande adressées à la manufacture de Jouy avec des échantillons. Alors, je n'ai pas trouvé ces toiles blanches avec imprimé de pois d'or, jaune d'or, mais j'ai trouvé notamment toute une série de gammes de bleu dans la même année, puisqu'évidemment, je m'intéressais à l'année 1789. Donc, au XVIIIe siècle, à l'exception de quelques impressions particulièrement raffinées et onéreuses, les toiles peintes ne sont pas considérées comme des produits luxueux. Et d'ailleurs, à la fin de l'Ancien Régime, on a d'autres sources intéressantes. C'est les garde-robes de la reine et des sœurs de Louis XV, quand ils sont aux Tuileries, puis à la prison du Temple, où on voit qu'on leur fait faire des vêtements, mais Pierrot en toile de Jouy. Alors, on fait de la toile de Jouy quand même, c'est-à-dire on choisit, la République va choisir les toiles les plus luxueuses, mais ce sont des Pierrots. Donc, Pierrot, c'est ces petits caracos avec des basques longues sur le côté.
Tout ça montre évidemment à la fois une popularisation du coton, mais cette popularisation, pour moi, elle n'a lieu véritablement qu'au XIXe siècle, puisque les indiennes restent des produits manufacturés. Un produit manufacturé est toujours beaucoup plus cher qu'un produit qui peut être fabriqué sur place, hein. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un phénomène de circulation. Et le XIXe siècle, c'est la mécanisation de l'impression. Lorsque les tissages français et anglais vont être aussi en mesure de concurrencer les toiles de coton importées des Indes. Donc, on va s'affranchir aussi des importations. Et là, c'est vraiment une démocratisation extrêmement importante. Il n'empêche qu'il y a toujours cette perception quand même du luxe. Et on a des témoignages, notamment Oberkampf, qui raconte à ses commerçants de Marseille et de Montpellier que la commission de commerce et d'approvisionnement de la République, on est en 1794, lui ont demandé sur quelle toile peinte on pourrait appliquer une taxe, puisqu'il y a une taxe qui est mise en place par le nouveau gouvernement sur les produits de luxe. Et donc, Oberkampf se vante un peu auprès de ses commerçants du fait qu'il a expliqué que la taxe sur les toiles peintes amènerait la décadence et la ruine de toutes les manufactures de nos toiles peintes. Donc, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour, mais le fait qu'il ait été évoqué, qu'il ait été discuté, qu'il ait été imaginé à un moment, montre que les indiennes sont quand même perçues par les décideurs politiques comme un produit potentiellement luxueux. En réalité, ça aurait été une décision, ça aurait été une mesure politique impossible à mettre en place parce que c'est très compliqué en fait de distinguer les toiles ordinaires des impressions pouvant relever du luxe. Nous, on peut le faire aujourd'hui parce qu'en réalité, on se rend compte que l'image que l'on a et de ce qui a été conservé est aussi conditionnée par le fait que c'est quand même ce qui est plus beau qu'on a conservé et l'usuel tous les jours n'ont pas été conservés, ou alors quand on le conserve, c'est pour des périodes les plus récentes. Alors, la popularisation des indiennes apparue entre la fin du XVIIIe siècle et l'Empire va s'accentuer tout au long du XIXe siècle. Je vous l'ai dit, par aussi des questions de diminution du prix du coût de revient, tout simplement. Hein. Et puis aussi parce que sous l'Empire, on a l'attrait des mousselines de coton, les châles de cachemire, on a un nouveau luxe qui apparaît, et tout ça va faire que les indiennes vont être vraiment rangées et reléguées au rang d'étoffes populaires. Et il n'y a que la Provence qui va continuer à vouloir commander à la manufacture de Jouy ces très belles indiennes qui ont fait sa fortune au XVIIIe siècle. Et là, on voit qu'on conserve les motifs, on conserve les toiles. Alors, Oberkampf, le fabricant, est toujours en train de râler parce que ses commerçants lui demandent des baisses de prix. Parce qu'en fait, la clientèle n'est pas prête à payer. C'est plus la même clientèle. C'est-à-dire, entre le 18e et le 19e siècle, il y a 30 ans d'écart. Là, il y a 40 ans d'écart. La clientèle n'est pas la même. Et en même temps, les pièces qui ont été conservées, ici vous avez donc l'ancienne collection du musée du Vieux-Marseille, eh bien ce sont très souvent des pièces qui ont été taillées dans de très belles indiennes, voire des indiennes d'importation. Ça ne veut pas dire qu'on ne portait que ça. Ça veut dire que ce qui a été conservé, encore une fois, c'est des pièces un peu exceptionnelles qui étaient portées pour les mariages, qui étaient portées pour le costume du dimanche et qu'on a pieusement conservé, qu'on a transmis de génération en génération. Et ça pose aussi la question de à quel moment ces pièces ont été patrimonialisées, à quel moment elles sont rentrées dans les musées. Donc voilà, ça c'est en 2006, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à Marie Aubert, rentrer dans ces collections, qui à l'époque étaient les collections du musée de Marseille, puisqu'il existait encore. Et j'ai eu la possibilité de travailler sur l'ensemble de ces collections. Alors, je ne vous montre pas tout l'inventaire, parce que ça serait beaucoup trop long. Ici, une autre pièce du musée de la toile de Jouy, qui montre aussi des pièces qui sont parfois assez abîmées, parce qu'elles ont été portées, et elles ont été portées tout au long du 19e siècle. Ce qui est intéressant dans ces pièces, ici vous avez une petite visite ou un petit mot-clé. Alors celle-là est particulièrement intéressante et j'ai eu l'occasion de la publier plusieurs fois, puisque vous avez ce motif à bâton rompu qui va être repris ensuite, décliné avec énormément de modèles, de motifs, de taille, de couleurs, etc. Et à l'intérieur, vous avez une doublure qui est faite avec ce qu'on appelle une mignonnette, qui est imprimée à partir de 1802-1803 au cylindre de cuivre. C'est une innovation qui va permettre de diffuser énormément ces toiles. Et en réalité, les sources et les archives de cette manufacture nous montrent que les deux toiles sont vendues au même prix.
Parce que ça, c'est un motif plus ancien, c'est imprimé à la planche de bois et la manufacture en a conservé un certain stock. Et ça, c'est une innovation. Et Oberkampf met beaucoup en valeur les innovations. Donc, c'est pas parce que les motifs sont petits, c'est pas parce que c'est à une seule couleur que ça coûte moins cher. Ce qui coûte, c'est la technologie. Et ce qui coûte, c'est aussi le support. C'est-à-dire que ça, c'est une toile des Indes très fine qui fait que le petit motif va se voir très, très bien. J'aurais pu vous mettre un détail encore plus précis. Et ça montre effectivement que ce petit mantelet, il n'a pas été porté par quelqu'un qui allait travailler dans les champs, quoi. Il a été porté par quelqu'un qui avait les moyens de se faire un vêtement avec une doublure et ce qu'on appelle les perces de Jouy à l'époque. Donc ça montre aussi cette gamme, mais c'est aussi ça qu'on a conservé, hein. Il y a aussi ce biais qu'il faut toujours avoir, qu'on ait en tête, que ce que l'on voit dans les collections, c'est aussi le biais de ce qui a été conservé. Ici, c'est un exemple intéressant d'un autre motif que j'aurais dû vous mettre à côté de celui-ci, éventail. Et là, c'est un motif plus tardif qui apparaît à partir de 1806-1807. Et Oberkampf a compris que les Provençaux, et on le voit dans les archives, puisque notamment il fait toute une production spécialement pour la foire de Beaucaire. C'est-à-dire que la différence entre le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est qu'au XVIIIe, ces motifs sont vendus partout, sont vendus à l'étranger, à Bruxelles, en Angleterre, il en vend énormément aussi. Et à partir du XIXe siècle, ils ne sont fabriqués que pour le marché provençal. Ce qui m'a effectivement évité de me fâcher avec tous les groupes folkloriques et tous les spécialistes du costume quand je faisais ma thèse, puisque je leur ai expliqué, non, c'est pas fabriqué en Provence, mais c'est fabriqué pour les Provençaux. Donc, tout était sauvé, hein. Et là, c'est vraiment l'affirmation d'un goût provençal qui n'est pas que le fait des ethnologues de la fin du 19e siècle, qui repose sur des vrais faits. Et donc, moi, j'avais des preuves dans les archives. Donc ça, c'était assez fascinant de voir ça, puisque je découvre ça, ça fait déjà plusieurs années, presque 10 ans que je travaille sur les textiles provençaux. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser d'abord en les vendant, puisque j'étais vendeuse à l'Île-sur-la-Sorgue pendant mes études d'histoire de l'art, pour la petite histoire. Et donc, je trouvais ça quand même assez fort de retrouver dans les archives les preuves tangibles du fait que ces motifs, à un moment, ne sont fabriqués que pour le marché provençal. Et ce que je découvre, évidemment, en Alsace, et ce qui m'a passionnée et ce qui m'a aussi motivée pour aller en Alsace, c'est qu'en Alsace, on va faire la même chose. On va prendre la suite dans les années 1850, 1860, jusqu'en 1880. On va, alors j'ai envie de dire rééditer ces motifs, parce que ces motifs, ils datent du 18e, on va les rééditer. Et très souvent, aujourd'hui, dans les collections, on a tendance un peu à confondre ce qui relève du 18e et du 19e, tout simplement parce que les motifs sont les mêmes et il faut vraiment avoir une connaissance. Et c'est pour ça que j'ai travaillé aussi sur les techniques qui a donné naissance à un livre que j'ai publié l'année dernière pour montrer aussi l'évolution de la chimie. Et aujourd'hui, on arrive à identifier la datation, mais cette datation, on peut le faire à partir du moment où on reconnaît certaines couleurs. Là, ce sont des couleurs qui ne sont pas des couleurs de 18e, mais en même temps, on est sur un jupon piqué, on est sur un motif d'indienne. Et ça montre aussi la permanence d'un goût. C'est au-delà de la mode, hein, c'est ce que j'ai appelé au-delà de la mode, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la mode, on est vraiment dans ce costume provençal qui naît en fait à ce moment-là, mais qui remonte en réalité au 18e. Alors, on a des choses beaucoup plus ordinaires. Alors, ce que j'ai aussi adoré quand j'ai fait cet inventaire en 2006 au musée du Vieux-Marseille, c'est la possibilité de photographier les extérieurs et les intérieurs, puisque les spécialistes du textile provençal le savent bien, et les costumes le savent bien, que parfois, ce qui est plus intéressant, c'est à l'intérieur, parce que c'est des reprises, c'est des pièces plus anciennes, et c'est de la réutilisation. Et c'est aussi extrêmement intéressant de voir comment ces pièces sont faites à l'intérieur. On va voir apparaître des nouveaux motifs aussi au 19e avec les palmettes cachemire, petites, grosses, etc., qui sont aussi tout un vocabulaire lié à l'Orient avec cette place évidemment de Marseille. On voit aussi des jaunes de chrome qui se développent dans les années 1850 et qui vont être aussi produits jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est aussi difficile et peut-être vous montrer aussi cette évolution, hein, c'est-à-dire là vous voyez un détail d'un jupon
avec ce qu'on appelle le motif bâton rompu qu'on a vu tout à l'heure dans le petit mantelet, sur un fond jaune. Là, on est sur du jaune de chrome. Et à côté, je vous montre les premiers échantillons que moi je trouve. C'est un motif que je trouve commercialisé à partir de 1789. Et déjà, entre 1789 et 1805, on a déjà une évolution chromatique. Voilà, il faut arriver avec l'œil, avec l'expérience, à distinguer le jaune du 18e ou du début 19e avec le jaune du 19e siècle. Alors, je voudrais juste très rapidement terminer, puisque c'est aussi une question sur laquelle j'ai travaillé plus récemment dans le cadre de mon habilitation, pas spécifique sur la Provence, mais comment est-ce que ces textiles, qu'ils soient utilisés dans l'ameublement ou dans l'habillement, comment ces textiles sont passés de la maison au musée. Là, c'est évidemment toute la question de la patrimonialisation, mais aussi de la muséification. La patrimonialisation, elle peut, à mon avis, être différente de la muséification, puisque la muséification, c'est quand ça rentre au musée. Or, il y a quand même un phénomène tout à fait particulier, qui sont le moment où le costume traditionnel n'est plus utilisé, entre la fin du 19e et le début du 20e, il va revenir sur la scène, si je puis dire, par les groupes folkloriques à partir surtout des années 20, surtout des années 30. Et c'est un phénomène qui, en réalité, s'inscrit dans un courant plus ancien, qui correspond aussi au moment où on va commencer à exposer les costumes traditionnels. Alors pour moi, enfin les costumes traditionnel, je ne sais pas si le terme est bien... Voilà, je ne voulais pas non plus utiliser le terme de folklorique qui est aussi tout à fait galvaudé. Mais pour moi, il y a un moment important, c'est l'exposition universelle de 1867, puisque l'exposition universelle de 1867, c'est la première exposition qu'on fait, je cite, de spécimens des costumes populaires des différentes contrées. Et c'est vraiment le début de l'intérêt du public. Sauf que la particularité en Provence, c'est qu'au moment où on commence à exposer, à s'intéresser à ces costumes, même si c'est quand même beaucoup la Bretagne qui a été d'abord visible dans ces expositions, lors des expositions universelles, dans ces espèces d'expositions rétrospectives, la particularité, c'est qu'on continue à les porter, en fait. Et donc, il y a un moment où c'est une patrimonialisation, mais une patrimonialisation. Le terme de patrimonialisation est beaucoup plus adapté parce qu'il y a un décalage avec le moment où ces costumes vont rentrer dans les musées. Et ces collections s'inscrivent aussi dans un mouvement des collections de tissus et des vêtements anciens avec une dimension ethnographique qui les distingue des étoffes anciennes. C'est-à-dire les étoffes anciennes, on sait que les musées remontent aux années 1830 et donc il y a un décalage. En 1867, on a quand même une exposition qui comporte 600 costumes. Alors, je ne sais pas quelle est la proportion de costumes qui viendraient de la Provence. Alors, la Provence élargie, la Provence au sens large. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'intéresser aux différents temps du musée textile. Et dans ces différents temps, j'ai essayé vraiment de circonscrire cette patrimonialisation des étoffes et des costumes anciens. Avec ces collections qu'on a appelées les collections d'art et tradition populaire, qui sont très nombreuses en Provence, dans la suite du musée Noir-Latin, puisque c'est vraiment Frédéric Mistral qui va être le modèle, l'exemple, et qui explique cette diffusion aussi importante, parce qu'on voit que cette cartographie, grâce à vous, elle a été très alimentée, mais c'est aussi derrière parce qu'il y a énormément de collections qui se sont constituées au milieu de plein d'autres objets, puisqu'il s'agissait de collecter la vie populaire, la vie traditionnelle, pas uniquement d'ailleurs dans les campagnes, mais autour de tout l'artisanat, etc. Donc ce contexte fait aussi que cette journée est organisée aujourd'hui, puisqu'on a de très nombreux musées qui sont confrontés à la conservation et à l'exposition aussi de cette typologie d'objets. J'avais eu l'occasion aussi de travailler sur la collection du musée d'art et d'histoire de Grasse, un petit inventaire que j'avais fait sur une journée. Voilà, avec des pièces qui sont complexes aussi à conserver, mais l'avantage du textile imprimé par rapport à la soierie, c'est que c'est beaucoup plus solide, ça se conserve quand même beaucoup mieux. À quelques exceptions près, on peut dire que ces collections de costumes sont conservées par des musées de société et le destin de la vie de ces musées aussi a fait que grâce à Marseille 2013, les collections du musée des arts et traditions populaires de Georges-Henri Rivière, qui était aussi la référence pour de nombreux musées en région, a rejoint le MUSEM.
et faisant donc de la région PACA la plus importante en quantité de collections de costumes régionaux, même si malheureusement leur valorisation demeure tout à fait fragmentaire. Et on le voit aujourd'hui avec l'exposition que j'ai eu l'occasion de faire visiter à mes étudiants, Fashion Folklore. C'est la première exposition où les collections de costumes régionaux qui sont extrêmement riches du Mucem étaient présentées. Et encore, il a fallu les mettre avec de la haute couture pour pouvoir les présenter. Je sais pas du tout une critique que je fais à l'exposition et au travail formidable qu'a fait Marie-Charlotte Calafa et Aurélie Samuel, qui sont des collègues avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Ils ont fait un travail formidable. Et c'est-à-dire que ça montre que, oui, il y a des progrès, mais que voilà, il faut toujours avoir en tête que voilà, on sent qu'elles ont bataillé pendant des années pour faire voir cette collection et que finalement c'est presque un prétexte et ça arrive au moment où on fête les 10 ans du Mucem. Donc ça veut dire que le Mucem a mis 10 ans pour montrer ses pièces. Voilà. Donc on peut espérer que cette journée, mais toutes les actualités aussi qui sont en cours ou à venir, seront l'occasion aussi de poser les jalons d'une valorisation de ces collections qui impliquent aussi une conservation préventive, un travail de mannequinage, on va en montrer des exemples, et des contraintes d'exposition à l'abri de la poussière, de la lumière, qui ne facilitent pas toujours aussi leur présentation au public. Et enfin, j'espère aussi que les nouvelles générations vont s'emparer de ces sujets à l'avenir, hein, puisque voilà, vous avez compris qu'il y a aussi beaucoup de conservateurs qui sont maintenant bénévoles et qu'on attend aussi de vous que vous empariez de ces sujets. Merci.